Donc revenons à des vraies réalités. À des vraies réalités, et quand nous aimons notre religion, ne la dénaturons pas, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que nous donnons des mauvais exemples, c'est comme ça que nous choquons l'Occident. Quand l'Occident se dit, comment ça se fait qu'il s'est passé telle chose dans l'histoire, quand on légitimise des choses comme ça, eh ben nous portons la honte à notre religion. Et qui n'ont pas envie de rentrer dans notre religion, et qui n'ont même pas envie de nous fréquenter. Ils se disent, ah non, ça c'est des gens qui sont, c'est des monstres. Alors, ils nous perçoivent comme des monstres. Et Sa Majesté le Roi de percevoir l'Occident de cette façon. Et Sa Majesté le Roi, quand il a dit admirer l'Occident. D'accord, mais c'est l'Occident qui a ramené les valeurs universelles. C'est l'Occident. Ah, l'Occident a ramené les valeurs universelles, ça c'est nouveau. On est hors sujet. Oui. Non, on est hors sujet parce qu'à chaque fois qu'on parle de... Parce que... On attaque! Il n'y a rien à faire, c'est une race de vipères de moi rien. Il faut tuer ces bêtes. Une balle dans la tête, la vermine, moi je l'extermine. Des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages. Parce qu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Battons les tambours de guerre. Tous des sauvages, commençons le carnage. Battons les tambours de guerre. De façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est radical. L'islam, les islamistes radicaux. C'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. On appelle l'islamo-gauchisme. C'est islamo-fascisme. Les islamo-gauchistes. L'islamo-trotskisme. L'islamo-banditisme. L'islamo-business. L'islamo-fascisme. J'appelle ça l'islamo-nazisme. Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages. Battons les tambours de guerre. Tous des sauvages, qu'ils aillent tous en enfer. Ce sont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière? Des femmes, des enfants. Les tueurs sans cœur, ils ne sont pas comme nous. Méfions-nous de ces voyous. Elle était en décolleté et puis aujourd'hui au Festival de Cannes et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. De temps en temps le petit côté sexy, de l'autre le petit côté djellab. Le c'est que dans tous les articles que j'ai lus à propos de cette affaire, on ne parle jamais de la religion de la personne qui pourtant tout le monde sait, hein. Tout le monde a très bien compris, même si dans les articles ils n'expliquent pas que c'est l'islam, c'est absolument bien sûr une famille musulmane. On le sait, tout le monde sait. Donc oui, bien sûr, les articles n'ont même pas besoin d'écrire. Musulmans, barbus, mangent des enfants, tout ça. Parce que tout le monde sait. Soldats, tous avec moi. L'avenir est dans vos mains. Totalitaire. L'islam est c'est la Chine avec la démocratie. Il faut non seulement interdire le voile dans son espace public, supprimer le droit absolu, je suis sûr de la voix. Vive le sport. Et donc abat le voile, bien sûr, pour convertir à l'islam. La fin du ramadan, la question des minarets. Parlons des musulmans de France. une France républicaine, la nôtre, attachée à nos valeurs, à la liberté. Ce sondage te le montre, voilà, je l'ai imprimé, 60 pages. C'est un sondage qui a inondé les ouvertures de chaînes d'infos, de journaux, de radio. Au respect de la loi, et une France hors la loi, ou une terreur parfois islamiste et même politique, et qui a pour arme la Kalachnikov, le voile... Et... On ferme tout. Ce sont des animaux, nous agissons en conséquence. Les individus finissent par croire non pas ce qui est vrai, mais ce qui les arrange, ce qui leur fait plaisir, ce qu'ils ont envie de croire. Et ça marche, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, malheureusement. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah, oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme, je suis vraiment désolée. C'est que nous choquons l'Occident. Quand l'Occident se dit, comment ça se fait qu'il s'est passé telle chose dans l'histoire, quand on légitimise des choses comme ça, eh ben nous portons la honte à notre religion. Ils se disent, ah non, ça c'est des gens qui sont, c'est des monstres. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Cet homme s'appelle David Ben Sayoun, un colon sioniste, un extrémiste sans doute de l'armée israélienne qui appelle à l'éradication des villages arabes. Il fut le premier à propager ceci. Il coupe la tête des enfants et des femmes. S'ensuit un emballement médiatique planétaire. D'ailleurs aujourd'hui même, Éric Nalot sur Radio J parle toujours de ces femmes enceintes éventrées ou des bébés décapités, alors que l'information a été démentie par Le Monde ce matin même, on l'écoute. On pousse jusqu'aux ultimes conséquences mortifères cette vision dévoyée du délinquant pour ce qui s'est passé le 7 octobre. L'éventreur de femmes enceintes, celui qui décapite des nourrissons, eh ben c'est pas vraiment un bourreau. Pourquoi? Parce qu'il est musulman, et le musulman est le damné de la terre, le nouveau prolétariat. Y a rien à faire, c'est une race de vipères de moi rien. Dans des entretiens contemporains avec des musulmans congolais,
ceux-ci racontent comment eux-mêmes, leurs parents ou grands-parents furent contraints de se convertir, manger du porc et boire de l'eau pendant le mois du jeûne du Ramadan afin de prouver leur loyauté vers l'Église et obtenir le droit de fréquenter l'école. Ainsi, la plupart des musulmans interdirent à leurs enfants d'aller à l'école pour éviter leur conversion au christianisme. Cette situation laissa des générations de musulmans congolais sans instruction, incapables de parler la langue administrative française et par conséquent exclus des postes bureautiques et de toute participation aux institutions de l'État. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'État d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Face à la revivification du prosélytisme islamique dans la région, Monseigneur Rollins, vicaire apostolique et évêque du Haut-Congo de 1895 à 1941, implore le ministre des colonies d'apporter une réponse à ce qu'il décrit comme la propagande musulmane au Maniema qui gagne en force et en ampleur. Nous sommes alors entre les années 1925 et 1930. Les autorités décident de réagir avec sévérité. En 1926, elles valident une proposition des missionnaires interdisant la construction de nouvelles mosquées sans autorisation coloniale. Plusieurs mosquées nouvellement construites sont détruites sous prétexte qu'elles servaient de refuge aux démons. Les chefs religieux les plus influents ou les rebelles sont arrachés à leur communauté et exilés dans des régions éloignées grâce au mécanisme de la relégation. La relégation était un instrument de contrôle colonial instauré formellement par le décret du 5 juillet 1910 dans le Congo belge, qui permettait aux autorités de contraindre tout indigène de la colonie qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique à s'éloigner d'un certain lieu ou d'habiter dans un lieu imposé. En clair, le mécanisme de relégation était une sanction administrative visant à déporter ou éloigner des individus jugés comme menaçants pour l'ordre colonial. Dans les années 30 à 40, l'islam dans l'Est congolais continuait à être perçu par l'administration coloniale comme un mouvement religieux suspect, notamment à cause des liens avec la côte swahili, l'enseignement coranique et les réseaux musulmans régionaux. Amis, la colonisation, ici comme partout,
c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Dabom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala-Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales, car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. René Vauthier était un réalisateur communiste et athée. Donc le motif qu'il a vu à la colonisation était évidemment un motif qui se limitait à des raisons mercantiles et financières et d'enrichissement des métropoles. Ce motif est probablement pertinent, mais à notre avis, il n'est pas le premier qui fonde les grandes motivations des aventures coloniales de l'Europe en Afrique ou en Asie, et en particulier de la République française en Afrique. Le mobile qui nous apparaît le plus fondamental est celui qui a vu le jour, notamment dans la guerre de Vendée et dans la Révolution française, c'est la sécularisation des peuples traditionnels, autrement dit la volonté de la République française de laïciser et de rendre athées tous les peuples de la terre, y compris les peuples asiatiques. Nous comprenons maintenant que beaucoup de gens auront beaucoup de mal à se rendre compte que des organisations telles que l'ONU et son OMS ne sont pas les entités bénignes qu'elles prétendent être. Nous comprenons le niveau de dissonance cognitive du déni que nous pouvons déclencher. Mais il est impératif de réaliser que l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé sont toutes deux des machines de la cabale. Ils se cachent derrière une façade de beauté, mais ne vous y trompez pas. Derrière leur masque, ces entités sont des monstres. Voici quelques faits que tout le monde doit connaître. L'ONU est impliquée dans l'exploitation et les abus sexuels depuis des décennies. D'innombrables cas d'abus sexuels, de viols, de trafic de femmes et d'enfants ont été signalés. Lorsque les soldats de la paix des Nations Unies étaient stationnés au Cambodge en 1993, le nombre de prostituées est passé de 6 000 à plus de 25 000 pour cette seule année. Le recours généralisé aux prostituées s'est traduit par des abus sexuels violents sur les jeunes filles. Ok, 2 ans plus tard, en 1995, en Bosnie-Herzégovine, des preuves sont apparues montrant que des femmes et des jeunes filles avaient été victimes de la traite d'êtres humains et réduites en esclaves sexuels pour le personnel de l'ONU, et plus tard, que les intervenants étaient complices de trafic sexuel. Peu après, des consultants indépendants ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que le personnel de l'ONU et des ONG abusaient et exploitaient des femmes et des jeunes filles locales dans les camps de réfugiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. D'après une enquête du BSCI de l'ONU en 2001, l'exploitation et les abus sexuels étaient plus que fréquents. Les viols de petits garçons par des casques bleus en Sierra Leone, l'échange de faveurs sexuelles contre la nourriture fournie par le personnel d'ONG. Cela va de l'abus sexuel opportuniste, en passant par la relation sexuelle avec transaction, et de l'exploitation sexuelle en réseau aux attaques sadiques planifiées. En 2015, en République centrafricaine, 2 jeunes filles âgées de 14 et 18 ans ont été victimes d'un viol collectif perpétré par des casques bleus armés de la mission onusienne MINUSCA à proximité de leur base. La jeune fille de 18 ans avait demandé de la nourriture. Celle de 14 ans était simplement passée par là. La même année, et dans le même pays, de jeunes garçons sans abri et affamés, âgés de 8 à 15 ans, avaient été violés de manière répétée par 26 casques bleus. Et encore cette affaire dans laquelle les casques bleus avaient tiré au hasard et tué un garçon de 16 ans ainsi que son père, et violé une fillette de 12 ans. En 2016, plus de 108 cas supplémentaires avaient fait l'objet d'une enquête, dont l'abus sexuel de 98 jeunes filles par des casques bleus internationaux. Dans chacun des pays,
de Haïti à la Somalie, en passant par le Rwanda et le Libéria, où 58 000 femmes et jeunes filles ont été violées au cours des 9 premières années de la mission onusienne au Libéria UNMIL, plus de 75% des viols ont été commis par le personnel de l'ONU. Du Timor oriental à la ville de Sarajevo en Bosnie, où les casques bleus italiens dirigeaient des réseaux de prostitution d'enfants depuis leur caserne, les casques bleus ont laissé une traînée d'abus et de traumatismes. Comme le dit si bien l'un des rapports officiels, de nombreuses régions du monde dans lesquelles était l'ONU ont sombré dans le chaos, voire dans l'enfer, et sans doute avec l'aide de l'ONU. Les enquêtes ont été nombreuses, mais pratiquement aucun des auteurs qui ont reconnu leurs crimes n'a été poursuivi. Laissons couler. Récemment encore, l'ONU a été une nouvelle fois liée à la traite et à l'abus d'enfants lorsque le magnat canadien des Nations Unies Peter Dalglish a été pris sur le fait en train d'abuser de 2 jeunes garçons au Népal. Il a été condamné à 9 ans de prison. Jusqu'à son arrestation en 2019, Dalglish avait été présenté comme un saint protecteur des enfants. C'était le représentant de UN Habitat en Afghanistan. Il s'intéressait vraiment aux enfants. Il a même créé Street Kid International pour aider les enfants sans abri. Quel saint, quelle grande perte pour nos enfants. Il faut absolument libérer le peuple iranien et installer la démocratie en Irak. En Iran. Enfin, chez les bougnoules, quoi. You love democracy, but there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted. 30 years ago, black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt they are. You should be quiet and let those of us who know our people go there and help them get out of that condition. But America should keep her mouth shut wherever there's a corrupt regime, as much hell as America has raised on the earth. No, I will not allow America, or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth when you have spilled the blood of human beings. Has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet, because with that much blood on America's hands, you have no right to speak. I will speak because I don't have that blood on my hand. Yes, there's corruption there. Yes, there's mismanagement of resources. Yes, there is abuse. There's abuse in every nation on earth, including this one. So let's not play holy. That doesn't make sense. Can you think of one more corrupt? Yeah, I'm living in one. I'm living in one. Yes, you've done a hell of a thing on this earth, so you should not be the one to talk. You should be quiet when it comes to moral condemnation. Et dans le rôle des cons de hippies anti-guerre qui peuvent rien faire, ah bah vous. Ça tombe souvent sur eux. Hein. Ah bah c'est les meilleurs. Hein. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts. C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. Alors, pourquoi avoir organisé ces élections si je ne peux rien faire? Je sers à rien ici. Non, faut pas dire ça, non. Monsieur, son Excellence le président d'Irak, libre et démocratique. Pose ça là, après tout, c'est ton bureau, hein. Ouais. Anniversaire.